La partie 2 de chapitre 2 porte sur la caractérisation mécanique des matériaux. Donc caractériser un matériau, c'est bien déterminer ses caractéristiques spécifiques, exactes de matériau. On va voir ça par l'essai de traction, compression, dureté, résilience et fatigue. Caractérisation des métaux. Avant d'augmenter les codes d'une pièce, pensons à améliorer les propriétés de matériaux. Alors, pour connaître les propriétés d'un matériau, il faut le caractériser, déterminer ses caractéristiques. Je peux citer quelques exemples de propriétés différentes. Donc, vous avez la couleur, la finition de l'état de surface, le poids, le point de fusion, la dureté, la soudabilité. Il est possible de caractériser les métaux par la conductibilité électrique et thermique, par la limite élastique, par la résistance à la traction, ou bien à la compression, c'est l'essai de compression. On peut aussi déterminer la résistance à la flexion ou bien au cisaillement, déterminer la résistance aux variations de température ou bien la résistance à la corrosion. Alors, le premier essai, l'essai de traction. Le principe de l'essai, des éprouvettes de matériaux concernés, qu'on cherche à déterminer ses caractéristiques. Ça peut être en forme de barreau cylindrique ou bien prismatique. Les éprouvettes comportant une partie centrale calibrée, c'est la partie ici, calibrée, avec une dimension inférieure par rapport aux extrémités. Alors, les éprouvettes sont caractérisées par une section initiale S0, pierre carrée pour le cylindrique, et A fois B pour les éprouvettes plates, et une longueur L0. Donc, c'est la longueur, normalement, c'est entre deux repères tracés sur les éprouvettes. L0 est la longueur initiale. Alors, ces éprouvettes sont raccordées à chaque extrémité à deux têtes de section plus importantes fixées dans une machine de traction. Donc, on doit utiliser une machine de traction pour faire cet essai. L'essai consiste à imposer une vitesse de déformation. Donc, on va tirer l'éprouvette avec une certaine vitesse constante. D'ailleurs, cette vitesse, elle influe sur les propriétés. Et puis, au cours de l'essai, on va mesurer l'effort F en newton et l'allongement delta L en millimètres. Alors ça, c'est, vous avez la machine, une photo, la machine de traction comporte deux parties, partie fixe, partie mobile, afin de tirer permet de tirer l'éprouvettes jusqu'à la rupture. Ici, vous avez un zoom sur la partie centrale ici. On remarque la striction au centre de l'éprouvette. La striction, c'est la diminution de la section localisée. Donc, c'est le lieu de rupture. Éprouvette montée sur les machines. Donc, ce sont deux parties, une partie fixe, une partie mobile, pour assurer l'étirage ou bien la traction de l'éprouvette. Voici les formes, les dimensions des éprouvettes. Ce sont des éprouvettes normalisées. Dépendent de la forme, des dimensions des produits métalliques dont on veut déterminer les caractéristiques mécaniques. Alors, la courbe suivante montre le comportement d'un matériau ductile. Donc, on voit très bien qu'il se compose de deux parties, partie linéaire et partie non linéaire. Alors, pour la première partie, est appelée domaine de déformation élastique. Le comportement ici est élastique, c'est-à-dire avec retour. Si on relâche l'effort, le matériau revient à l'état initial. Alors, il y a une transition entre les deux. Dès qu'on dépasse ce point-là, la transition entre le comportement linéaire et le comportement non linéaire, on va entrer dans une déformation plastique. Et dans cette partie, la déformation, elle est divisée en deux. Avant le point max, on appelle ça déformation plastique homogène, c'est-à-dire la déformation, elle est la même en tout point de l'éprouvette. Comme je vous montre par la suite sur des éprouvettes, qu'est-ce que ça veut dire déformation plastique homogène et déformation plastique
non homogène. Non homogène, c'est-à-dire localisé. Et on appelle ça striction. C'est-à-dire la déformation, elle est localisée dans une zone bien déterminée. Par contre, la déformation homogène, elle est sur toutes les prouvettes, bien sûr dans la partie calibrée. Voici quelques exemples de courbes de traction qui indiquent bien sûr les propriétés de matériaux. Donc on voit ici, vous avez un comportement linéaire sans déformation plastique. C'est-à-dire ce matériau, il est fragile, ne se déforme pas plastiquement. Comme c'est le comportement de verre, de fonte, de céramique. Pour les métaux et alliages, bien sûr, on trouve avec la déformation élastique une bonne déformation plastique. C'est pour cela sont ductiles, se déforment plastiquement. On peut les déformer plastiquement. Et enfin, vous avez le comportement d'un caoutchouc. Les efforts sont faibles par rapport à la déformation. La déformation, elle est importante. Donc, à un certain niveau, si vous relâchez, le matériau revient à l'état initial. Bon, ça peut être le retour rapide ou bien lent. Donc, dans tous les cas, ce sont des matériaux élastiques, c'est-à-dire si on relâche, le matériau reprend sa forme initiale. Alors, concernant les propriétés liées à l'essai de traction, on peut parler de l'élasticité, qui mesure le retour à l'état initial. Dans certaines techniques de mise en forme, cintrage, pliage, il est important de considérer le retour élastique. Sinon, pour avoir une bonne pièce, donc correcte, afin d'obtenir une pièce de la forme souhaitée, donc il faut tenir de retour élastique. L'élasticité désigne la capacité à reprendre la forme initiale, comme un ressort. La deuxième propriété de l'essai de traction mesuré, c'est la rigidité. Capacité des matériaux à subir une charge sans déformation. Plus le métal est rigide, plus il est difficile à former. E est une mesure de la rigidité du matériau. Alors, les aciers sont plus rigides que l'aluminium. Pourquoi? Parce que le module de Young de l'acier 207 Go est 70 gigapascal pour l'aluminium seulement. Et comment on calcule le E? C'est la pente de la courbe dans le domaine élastique. Ici, donc vous avez, c'est le comportement élastique. On prend 2 points et on calcule la pente de la droite. Une autre propriété, la ductilité. La ductilité mesure l'allongement à la rupture. Donc, qualité des matériaux à être déformés de façon permanente sans se rompre. La ductilité d'un matériau se mesure par son allongement à la rupture et par la striction à la rupture. Donc, on peut utiliser ou bien l'allongement ou bien la section. Ça, c'est la différence de section avant et à la fin de l'essai. Et ça, c'est la différence de longueur avant et à la fin de l'essai. Bien sûr, les deux sont rapportés à la longueur initiale et ici à la section initiale multipliée par 100. Alors, exploitation des résultats de l'essai. Après l'essai, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir une courbe brute qui montre la force en newton en fonction de delta L, l'allongement en millimètres. Donc ça permet de donner une idée sur le comportement du matériau. Donc vous avez deux parties, une partie linéaire et non linéaire. Mais est-ce qu'on peut utiliser cette courbe pour déterminer les caractéristiques, les calculs, etc. Non, parce que cette courbe dépend de la dimension. C'est-à-dire si on fait le même essai pour le même matériau sur une pruvette de dimensions différentes, on va avoir des valeurs différentes. Donc on n'utilise pas cette courbe pour déterminer les caractéristiques. Il faut passer à la courbe 2, appelée courbe conventionnelle. Afin de pouvoir utiliser les courbes brutes de traction, on doit les modifier pour que les résultats obtenus soient fonction que de matériaux étudiés et non pas de la dimension. Pour ce faire, on rapporte la charge F à la section initiale. Donc on va diviser la force par la section initiale de l'éprouvette.
Donc dans ce cas appelé contrainte conventionnelle R est égal à F sur S0, et on va rapporter l'allongement delta L sur la longueur initiale L0. Donc ici vous avez delta L sur L0 pour obtenir la déformation conventionnelle. Donc presque la même forme. Donc vous avez une partie linéaire, non linéaire. À partir de cette courbe, on peut déterminer les caractéristiques appelées caractéristiques conventionnelles, comme le RE, le RM, le A% et le module de Young, la pente de la droite linéaire. Donc si vous avez remarqué que lors de l'essai, donc on a supposé que la section elle est la même et la longueur initiale elle est la même aussi. Donc ça c'est normalement c'est pas vrai, parce que la section diminue dans le temps au cours de l'essai, et aussi la longueur augmente. La longueur initiale ne reste pas la même, donc elle va augmenter dans le temps. Alors pour avoir le vrai comportement, il faut diviser la force par la section instantanée qui dépend de temps, et par la longueur instantanée aussi qui est en fonction de temps. Donc c'est une variable. La section et la longueur dans le temps au cours de l'essai sont variables. Alors on passe maintenant à la courbe rationnelle de traction. C'est la courbe obtenue en rapportant la force à la section S minimale instantanée S pour raisonner en termes de contrainte vraie F sur S, S variable, et on rapporte l'allongement à la longueur instantanée, c'est une variable aussi, et on va raisonner en termes de déformation rationnelle, c'est la déformation vraie. Donc, bien sûr, à partir de cette courbe, on va déterminer toutes les caractéristiques. Voilà un exemple, contrainte en fonction de déformation. On va déterminer toutes les caractéristiques vraies. Sigma E, dans ce cas, donc sigma E, sigma M, la pente de la droite et l'allongement après rupture. Bien sûr, l'allongement est projeté parallèlement à la partie linéaire ici. C'est pas une projection orthogonale parce qu'il y a un retour élastique. Il faut tenir en compte. Alors on passe à la partie suivante, exploitation des résultats. L'intérêt de l'essai de traction, donc à part la détermination de toutes les caractéristiques, sigma E, sigma M, E, A%, on peut aussi déterminer les lois de comportement. Donc toutes ces zones sont exploitées dans l'industrie, dans la fabrication. Pour la première zone, elle est utilisée pour les pièces qui travaillent en service. En toute sécurité, il faut que la déformation soit élastique. Après relâchement, le matériau reprend sa forme initiale sans aucun risque d'endommagement. Et la loi qui régit ce comportement, c'est sigma est égal à E, la constante, fois la déformation. Donc comme Y est égal à X, E c'est la pente de la partie linéaire. Bien sûr, elle est valable seulement dans la zone OA. Entre A et B, on utilise une autre formule. Ici, vous avez une déformation, on a dit, plastique homogène. C'est important. Homogène, utilisé pour fabriquer, par exemple, les casseroles. On a besoin d'une déformation plastique, sans retour, mais il faut qu'elle soit homogène, en tout point, la même, la déformation. Et on peut, la portion d'allure parabolique de la courbe rationnelle peut être mise sous forme mathématique, empirique. Donc sigma est égal à sigma 0 plus k epsilon n, exposant n. Sigma 0 et k, constante. N, dépend de matériaux. Le coefficient de décroissage. K0, Kn dépend de matériaux. La partie BC, importante aussi pour le découpage, par exemple. Au-delà du point B jusqu'à la rupture C, l'existence de la striction complique le calcul de la contrainte vraie, car il faut tenir compte de l'effet de concentration de contrainte. La formule de correction la plus utilisée est celle de Bringman. Donc on peut avoir une loi de comportement qui relie la contrainte à la déformation dans cette zone entre B et C.
A étant le rayon de la section minimale, c'est la section après rupture, le rayon de la section finale, et R le rayon de courbure, donc le rayon de courbure de l'éprouvette après rupture. Alors A et R bien sûr dépendent aussi de matériaux. Donc ici on peut voir une éprouvette de traction cylindrique et avec son évolution au cours d'essai. Ça c'est initial. Bien sûr on montre ici deux comportements différents, le comportement ductile et le comportement fragile. La rupture fragile est caractérisée par l'absence de déformation plastique, donc par la propagation très rapide des fissures avec faible consommation d'énergie. La rupture est nette, c'est-à-dire sans déformation plastique. Par contre, la rupture ductile qui caractérise les matériaux ductiles, donc la déformation plastique elle est importante et conduit à la rupture finale après déformation. Ici on remarque qu'il y a des cupules, c'est-à-dire des micro reliefs, parce que la déformation ou bien la rupture se fait après déformation plastique. Alors après l'essai de traction, on a essai de compression. C'est le même principe, sauf que au lieu de tirer, on va comprimer. Généralement, les métaux ont les mêmes caractéristiques à celles de traction, donc c'est presque la même chose entre traction et compression. Mais pour d'autres matériaux, on peut avoir une différence entre le comportement en traction et le comportement en compression. Pour le béton, pour certains matériaux, on peut avoir des légères différences. Alors, on peut aussi faire des essais de flexion et déterminer toutes les caractéristiques de flexion, module de flexion, flèche. Donc ici, c'est la déformation au centre, ici, appelée flèche. L'avantage, c'est simple et l'échantillon nécessite peu d'usinage. Donc l'éprouvette n'est pas trop compliquée, c'est une éprouvette prismatique. Alors, l'essai de dureté caractérise la résistance qu'un matériau oppose à la pénétration d'un corps solide. La pénétration met en jeu la déformation élastique et plastique, le frottement entre le pénétrateur et le matériau, la géométrie de pénétrateur, sphère, pyramide, conique, et la charge appliquée, la force appliquée sur le pénétrateur. Donc ça c'est un exemple d'une photo qui montre la machine de dureté, de mesure de dureté. Il consiste à imprimer dans la pièce à essai une bille en acier ou bien en carbure de tungstène de diamètre D sous une charge F et à mesurer le diamètre petit d de l'empreinte laissée par la bille sur le matériau. Donc le tableau suivant montre les différentes méthodes d'essai. Donc on trouve Brinell, Vickers, Rockwell C, Rockwell B. Bien sûr, la différence entre ces différentes méthodes, c'est la géométrie de pénétrateur, bille, pyramide, cône et bille, pour le Rockwell B aussi, la valeur de la charge, le principe de l'essai et le paramètre mesuré. Donc en fonction de la trace laissée par le pénétrateur. Donc cette figure montre la correspondance entre les échelles de dureté. On voit à droite les matériaux, les moins durs. Ensuite on trouve l'étain, le cuivre le plus dur, l'étain, alliage d'aluminium, puis les fentes, puis les aciers trempés, enfin les outils de coupe. Donc d'après la figure, on voit que l'essai HV, Vickers, permet de mesurer la dureté presque de tous les matériaux. HB aussi.
Brinell. Par contre, si on veut comparer surtout les aciers et les métaux trempés, c'est mieux d'utiliser le HRC. Donc c'est une petite échelle qui est concentrée sur cette partie seulement. Pour des matériaux avec une résistance inférieure ou bien une dureté inférieure, on utilise le HRB. Pour seulement si on veut comparer les plastiques entre eux, donc on peut utiliser notre échelle. Donc HRR par exemple. L'essai suivant, c'est l'essai de résilience. Le principe de l'essai consiste à rompre par choc de moton pendule une éprouvettes entaillée reposant sur deux appuis. Donc on utilise des éprouvettes prismatiques qu'on voyait sur la figure ici. Donc de section 10 x 10, 10 mm x 10 mm, de longueur 55 mm, contenant une entaille. Donc on place l'éprouvettes à l'envers ici. On détermine l'énergie absorbée caractérisant la résistance au choc des matériaux métalliques essayés. La résistance au choc, donc l'énergie nécessaire pour produire la rupture de l'éprouvette exprimée en joules par centimètre. La résilience est égale à l'énergie absorbée par l'éprouvette sur la section au droit de l'entaille. Donc ici vous avez la section au droit de l'entaille, en face de l'entaille, c'est la surface de rupture. L'essai de résilience consiste à utiliser une machine de nom de mouton de Charpie. Donc voilà, la machine vous avez un couteau ici écarté à la verticale à une hauteur correspond à l'énergie de départ. W0 est égal à H0 fois la masse ici fois G. On libère le couteau. Ici on va lâcher le couteau qui va briser l'éprouvette. Et puis après le choc, le couteau va aller de l'autre côté. On mesure la hauteur de remontée de pendule pour déterminer l'énergie non absorbée. Donc vous avez l'énergie après l'essai, c'est W est égal à M fois G fois H. La différence entre l'énergie avant et après le choc, c'est l'énergie absorbée par le matériau. Donc c'est une mesure de résilience. On divise cette différence d'énergie sur la section. Nous obtenons la résilience. Les deux propriétés liées à l'essai de résilience, c'est la fragilité et la ductilité. Alors, pour terminer, on va résumer. Donc, pour les essais de traction, on détermine les caractéristiques suivantes. RE/RM nous informe sur la résistance. Le module de Young permet de mesurer la rigidité de matériaux. Le A% pour la ductilité. Alors, le deuxième essai de dureté, on peut faire HB ou bien HV ou bien autre, permet de déterminer la dureté aussi. L'essai de résilience, ça peut être avec une entaille en V ou bien une entaille en U. On va les détailler en annexe. Dans tous les cas, vous avez ici la résistance au choc, la propriété liée à cet essai. Et enfin, pour l'essai de fatigue, donc sigma D donc, nous informe sur la résistance à la fatigue. Donc vous avez déjà une activité sur une recherche sur l'essai de fatigue, principe et comment déterminer cette caractéristique sigma D à partir de courbes de Euler. Je termine par cette courbe de traction qui montre le comportement bleu d'une matrice avec un comportement rigide, fragile d'une fibre
Donc on voit très bien que le comportement pour la matrice est très ductile. Alors ça c'est les deux composants d'un composite. Donc si vous utilisez une matrice avec une fibre, ça va donner un composite. Le comportement de composite, il est entre le comportement entre les deux. Merci à vous et à la prochaine vidéo.